Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, c'est moi-même, Anthony Devarenne, qui sera à l'animation. Je peux vous dire qu'on a un épisode assez chargé aujourd'hui. Ça risque d'être très intéressant. En premier, on va parler du LA Galaxy. Et par la suite, vu qu'on s'ennuie du LA Galaxy en Champions League, on va vous faire un petit récapitulatif des matchs là, qui ont eu lieu la semaine dernière en CCL. Pour ce faire, je suis très heureux d'avoir à mes côtés pour la première partie du podcast Raphaël Croizard, rédacteur chez Culture Soccer. Ça va bien, Raphaël? Salut, merci, ouais, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc, on le sait que tu suis assez le LA Galaxy et on trouvait que cette année, c'était une équipe métamorphosée. Donc, on voulait vraiment t'inviter pour parler plus en profondeur de cette équipe. Parce qu'on le sait, hein, c'est une équipe qui a désormais un des meilleurs entraîneurs en MLS, qui semble avoir un Chicharito désormais en forme, avec quand même quelques joueurs francophones. Donc, on voulait savoir là, à quoi s'attend du LA Galaxy cette saison. Mais en premier lieu, rapidement, là, en quelques phrases, comment tu as trouvé la off-season du LA Galaxy cette saison? Ouais, la off-season, alors du point de vue des transferts, c'était assez intéressant parce que on a eu l'épisode Vané, enfin l'épisode de l'entraîneur, parce qu'on savait que Guillermo Barros Schelotto était parti avant la fin de saison dernière. Donc on cherchait un nouvel entraîneur et bon, c'est vrai que le nom de Vané est très vite arrivé parce que c'est un ancien joueur du Galaxy qui a une très bonne expérience qui a eu une très bonne expérience du côté de Toronto. Et du coup, très rapidement, la rumeur était assez forte et ça s'est confirmé assez rapidement finalement. Après, il y a eu quelques transferts. Alors, je pense que Vanny a voulu avoir la main sur l'effectif et pouvoir dessiner son 11 idéal. Et ça a été assez intéressant de suivre ces transferts. On a eu le feuilleton Pavone qui, bon, je pense que maintenant est terminé parce que, à mon avis, il va pas revenir. Mais on a eu quelques hauts et quelques bas. Et effectivement, dernièrement, depuis un mois et demi maintenant, on a des rumeurs françaises, même confirmées, avec l'arrivée de Grand Cyr, Cabral et Koulibaly. On sait que maintenant, le club aussi recherche un nouveau milieu de terrain, un 30e joueur dans l'effectif. Donc, pourquoi pas un autre Français, hein, ce sera compliqué parce qu'il faudra sûrement faire un trade, mais ça pourrait arriver. Donc voilà, c'est assez intéressant. Concernant la préparation, bon, un peu compliqué, mais de toute façon, c'est toujours compliqué la préparation de juger l'équipe. C'est des demi-matchs, c'était avec l'effectif qui est bouleversé à chaque fois. Donc, ça fait une défaite, une victoire et un nul. Donc, au final, bon, le temps de donner un peu de temps de jeu à tout le monde et de remettre tout le monde en forme. Mais ouais, par contre, depuis le début de saison, ça va plutôt bien. Oui, exact. Et tu en as parlé dès le départ. Je pense que vraiment l'élément clé de cette off-season, c'est l'arrivée de Greg Vanney, l'ancien entraîneur de Toronto. Mm. On le sait, c'est un entraîneur qui a eu du succès à Toronto, mais surtout qui a pris une équipe torontoise qui avait du mal. Et oui, avec un certain budget, mais qui l'a rendu pratiquement une dynastie en MLS. Donc, c'était vraiment une grande arrivée du côté du LA Galaxy. C'était quoi la réaction chez les fans quand Greg Vanney, en premier, il y a eu la rumeur et par la suite, ça a été confirmé. C'était quoi la réaction là, à Los Angeles? Bah, la réaction était très positive. Les supporters adoraient Vanny parce que ça rappelle aussi, ça rappelle aux supporters une bonne époque où le Galaxy gagnait aussi sur le plan continental. Donc forcément, c'est de très bons souvenirs. On savait que c'était un très bon entraîneur aussi de par son expérience en Toronto. Donc voilà, c'était vraiment bah, je pense, l'homme clé, l'homme providentiel pour le Galaxy. C'est comme ça qu'il était vu, c'est comme ça qu'il est vu encore aujourd'hui, parce que bah, les supporters pensent que Vanny va être capable aussi d'inculquer aux joueurs cet esprit de la gagne qu'il avait quand il était joueur, et notamment joueur au Galaxy, et qui va essayer maintenant de modeler son équipe à l'image de ce qu'il a fait quand il était joueur. Donc c'est forcément très, très bien accueilli du point de vue des supporters.
Oui, exact. Et vraiment, on a eu un recrutement qu'on voit assez rarement du côté du LA Galaxy. C'était peut-être moins vers les grands noms. C'était des noms Mm. qu'on connaissait, mais c'était moins vers les stars. Et au lieu de recruter une grosse star, il est vraiment allé chercher plusieurs bons joueurs. Premièrement, en défense, Georgie Villafania. Oui, Samuel Grandsir, c'est grand. Oui, Kevin Cabral, c'est très grand. Mais moi, je trouve que renforcer la défense, c'était l'élément, c'était qu'est-ce que le LA Galaxy devait faire. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais j'ai l'impression que la signature de Georgie Villafania, c'est un peu la signature clé de ce mercato. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, je sais pas si c'est la signature clé, mais en tout cas, je suis à 100% d'accord que ces dernières années, le Galaxy a recruté beaucoup offensivement. Alors, les derniers qu'on a en tête, c'est Zlatan, c'est Alessandrini, c'est Pavone, c'est Chicharito. Et à chaque fois, en fait, bon, je parle surtout pour Zlatan et Pavone et Alessandrini, bah, ils arrivaient à marquer et à mettre l'équipe enfin voilà, à sécuriser quelques résultats, mais derrière, ça suivait pas. Donc, on pouvait marquer 3 buts, mais en prendre 4. Et c'était un vrai problème. Alors que, et on l'a vu la saison dernière, puisque bah, malheureusement, Chicharito n'avait pas la même efficacité que pouvait avoir un Zlatan. Et Pavone se démenait, mais ne pouvait pas non plus tout faire. Donc forcément, voilà, la saison dernière a été catastrophique au point de vue des résultats et la défense, c'est vraiment un point clé. Donc je pense que l'arrivée de Villafania, c'est forcément bah, un très bon élément, un très bon indice aussi sur ce que veut faire Vanny. Et en plus, dernièrement, on a vu aussi un autre défenseur arriver, Koulibaly, qui vient de Nancy en Ligue 2. Donc voilà, c'est du renfort en défense et je pense que c'est aussi de là qu'il faut que ça parte. Oui, exactement. Et je pense que pour une des rares fois du côté du LA Galaxy, il va vraiment avoir de la compétition pratiquement à chaque poste. Mm. Sur au niveau des postes latérales, je pense qu'il va y avoir quand même Fischer va avoir son mot à dire. Ouais. Avec Rojo, il y a aussi Acosta qui va pouvoir venir concurrencer Villafania. Donc, il y a vraiment de la concurrence, mais c'est surtout aussi au niveau des centraux. Il y a un Nick Depuis qu'on a découvert en défense qui fait quand même bien. Il y a également l'arrivée de Derek Williams. Derek Williams. Il y a déjà Daniel Steres également, Koulibaly maintenant. Donc, il y a vraiment de la compétition à chaque poste en défense. Et corrige-moi si j'ai tort, mais c'est une des premières fois là, depuis quelques années. Là. Ouais, c'est sûr, parce que ces dernières années, au Galaxy, on avait peut-être allé un titulaire, mais qui n'était pas non plus hyper efficace. Donc on avait du mal à en bricoler un peu derrière. D'ailleurs, ça se voit, on a Depuis qui était à la base un attaquant et qui finalement est pas mal en défense centrale. Mais ça prouve quand même que le Galaxy a fait du bricolage ces dernières années. Et oui, maintenant, avec les arrivées de Derrick Williams, qui vient des Rovers, qui est un défenseur expérimenté, international, donc forcément, ça va apporter aussi un plus. On a Steres, comme tu l'as dit, Koulibaly qui va arriver, et du coup, forcément, ça tire l'équipe vers le haut, je pense, d'avoir de la concurrence à chaque poste, et je pense que c'est ce que aussi voulait Vanny, avoir un effectif assez étoffé, avec de la concurrence, pour jamais, bah, pour pouvoir se challenger, mais aussi dépanner en cas de coup dur, en cas de blessure ou de suspension. Donc là, je pense que le mercato de ce point de vue-là est plutôt bon. Oui, ouais, exact. Et je pense qu'au niveau des postes latérales, Villafania et Arrojo ont euh, une certaine avance sur les autres. Mais au niveau des centraux, lors des deux premiers matchs, c'était Steres et Depuis. Est-ce que tu penses que ça risque de rester comme ça pour un bon bout durant la saison ou tu ne serais pas contre, je ne sais pas, une charnière Williams avec Gonzalez. Moi, je pense que par rapport au premier match, bon, Derrick Williams revenait de blessure. Et il a pas pu avoir sa place dans les premiers 11 de la saison, mais je pense que à terme, ce sera lui un des défenseurs, un des centraux titulaires. Après, je pense que le deuxième, ce sera sûrement, ça va tourner, à mon avis, il y aura de la concurrence entre Steres, Depuis et Koulibaly quand il arrivera. Pour Gonzalez, c'est un joueur bon, qui avait de l'expérience et qui était attendu aussi quand il est arrivé il y a un an et demi maintenant, mais qui a jamais réussi à vraiment prouver. Et je pense que l'aventure
va se terminer pour lui, malheureusement, Galaxy. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur certains forums de fans du Galaxy ou certaines rumeurs qu'il annonce maintenant de partir du côté du Costa Rica. Donc bon, c'est jamais très bon en général quand on a des rumeurs comme ça qui annoncent le départ d'un joueur. J'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, Donc exact. je pense que ce sera pas sur la durée en tout cas. Exact. Puis maintenant, si on passe au milieu, lors des premiers matchs, en fait, au milieu, il y a eu quelques départs. Il y a eu Perry Kitchen qui est parti. Est-ce qu'il y a eu d'autres gros départs du côté du LA Galaxy au poste de milieu? Non, au milieu non, parce que bon, déjà on n'avait pas un milieu qui était très très Ouais. comment dire avec beaucoup de profondeur. Perry Kitchen, c'est un joueur qui jouait souvent et bon que j'ai souvent critiqué la saison dernière aussi, faut dire. Et du coup, je suis assez satisfait entre guillemets de l'avoir vu partir, même si bon, c'est pas pour être méchant avec lui, mais c'est vrai que voilà, c'était pas le meilleur milieu de MLS et je suis plutôt content des arrivées qu'on a eues aussi de faire jouer certains jeunes qui sont montés de la réserve. Donc pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est une bonne façon aussi de motiver tout le monde, que ce soit aussi dans l'équipe première, mais aussi dans la réserve et dans l'académie, de montrer que bah, tout le monde peut avoir sa place dans l'équipe première un jour ou l'autre. Oui, exactement. Et quand tu parles de ça, moi, il y a un autre qui me vient en tête, c'est Adam Saldana, qui a quand même fait ses deux premiers départs en MLS avec les deux premiers matchs de la saison. Et ça semble quand même bien fonctionner avec Jonathan Dos Santos. Est-ce que tu penses que ça va être pas mal ces deux joueurs-là qui vont jouer toute la saison à ces postes-là, ou tu penses qu'un Carlos Hervé, la nouvelle recrue là, du Panama, une fois adapté à la MLS, pourrait peut-être gratter quelques minutes également? Ben, je pense que voilà, Bani il va essayer de faire pareil pour le milieu que pour la défense, c'est-à-dire d'avoir des joueurs qui puissent être interchangeables et en concurrence. Pour l'instant, Saldania, ça marche bien. Donc, je pense que tant que ça marche, il n'y a pas de raison de le sortir du 11. Mais Carlos Servi, enfin, beaucoup l'ont décrit comme un jeune très talentueux qui pourrait briller en MLS et même, même ailleurs à terme. Je pense qu'il aura aussi sa chance. Et il y aura, à mon avis, il y aura beaucoup de concurrence cette saison à tous les postes. Donc, ce sera vraiment intéressant. Je crois savoir aussi, enfin, j'ai entendu dire que le Galaxy cherchait toujours un milieu de terrain pour compléter son effectif, un 30e homme dans les prochains jours. On verra comment ça évolue. Mais à mon avis, il y aura de la concurrence. Et aujourd'hui, je peux pas vraiment dire qui jouera. La seule certitude, c'est Dos Santos parce que bon, bah, c'est un joueur d'expérience qui a beaucoup de talent et qui est aussi de temps en temps capitaine de l'équipe. Donc forcément, c'est un joueur qui est un peu plus dur à déloger. Mais au niveau des jeunes, Saldania, Harvey, peut-être une nouvelle recrue, je pense il y aura beaucoup de concurrence. Oui, oui, exactement. Et c'est ça qui rend la saison du Galaxy intéressante. Et je pense que ça va vraiment pousser les joueurs à vraiment donner leur maximum. Et je pense que le poste qui a le plus de concurrence, c'est celui du milieu offensif. Parce que c'est quand même des grands noms. C'est Sacha Kljestan, Sébastien Leggett et Victor Vasquez. C'est trois gros noms que je pense que Hmm. la majorité des équipes là, en MLS aimeraient avoir. Et les trois jouent pas mal au même poste. Ça aussi, ça risque d'être intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est Vasquez qui a débuté les deux premiers matchs, mais je pense que ça risque de bien tourner à ce poste-là, même si le Jet peut jouer sur les ailes également. Là, est-ce que tu as une préférence, toi? Bah, en fait, pour l'instant, j'avais envie de mettre les Jets parce que c'est un joueur qui a souvent répondu présent, même quand c'était Ouais. compliqué les saisons dernières. Après, force est de constater que Victor Vasquez, c'est un très bon joueur. On l'a vu sur ses premiers matchs. Il a une très bonne vision de jeu. Malgré son âge, il arrive à faire de très bonnes choses. Et on l'a vu la semaine dernière sur le deuxième but, il fait une passe incroyable. Enfin, c'est vraiment, je conseille à tout le monde d'aller la regarder. C'était vraiment une très belle passe pour Chicharito. Et je pense que oui, pourquoi pas mettre Vasquez du coup à ce poste de 10 et essayer de mettre les Jets sur les côtés. Alors après, il y aura aussi du monde sur les côtés, on va en parler plus tard, mais je pense que voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir donner un peu de temps de jeu à tout le monde. Liedjet, pour moi, c'est un meneur aussi dans l'équipe, donc c'est dur de le retirer complètement. Là, il n'a pas joué le dernier match, il ne jouera pas ce soir parce qu'il a été suspendu pour deux Ouais. matchs. Mais quand il va revenir, je pense il y aura débat. Et à mon avis, c'est bien d'avoir
à la fois Vasquez et à la fois Liedjet, je pense, sur le terrain. Donc on verra comment Vanny va gérer ça, mais effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Et concernant Kestan, c'est un très bon joueur, on connaît son palmarès, etc. en MLS. Il était un peu en dessous ces dernières saisons, mais je pense que ça peut être un très bon super sub. Parce que comme on l'a dit, Vasquez, c'est un joueur qui est assez âgé, je crois qu'il a 34 ans, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il pourra pas tenir tous les matchs à 100%, et du coup, on aura besoin de remplaçants, et je pense que Kliestan pourra remplir à merveille ce rôle. Oui, exactement. C'est ça. Cléchan a 35 ans, Vasquez en a 34. Donc, c'est sûr que ça donne une certaine opportunité pour les Jets parce que c'est sûr que les deux premiers cités ne pourront pas faire toute la saison, prendre toutes les minutes. Donc, surtout que Cléchan a 35 ans, on a vu son niveau quelque peu diminuer, mais on pourrait être surpris. Sinon, si on continue sur les ailes, ça reste encore intéressant. Il y a Ledjet qui peut jouer sur les ailes, il y a Efren Alvarez, le nouveau venu Kevin Cabral, Samuel Grandsir également. Il y a même Ethan Zubac qui veut jouer sur les ailes. Ça fait beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel également. Hein? Ouais, tout à fait. Samuel Grandsir, c'est un joueur, je vais commencer par lui parce que Ouais. c'est le plus connu, je pense, par ceux qui nous écoutent. Mais Samuel Grandsir, bon, c'est un joueur qui joue en Ligue 1, qui a joué en équipe de France Espoir. Donc, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de qualité. Je pense que quand il sera un peu adapté à la MLS et qu'il a retrouvé un peu de temps de jeu, ça pourrait être très dangereux et il pourra montrer toute sa qualité de centre. Kevin Cabral, c'est plus un pari pour le coup. Je vais pas mentir, je le connais pas trop. Je me suis renseigné sur lui qu'à partir du moment où il y a eu les rumeurs, mais c'est un joueur de Ligue 2 française, qui vient de la Ligue 2 française, donc Valenciennes, mais qui a un très gros potentiel. Donc ça va être intéressant. C'est un joueur désigné. Donc c'est rare de voir le Galaxy faire ce genre de pari sur un si jeune joueur. Mais je pense que ces deux-là vont une fois intégrés et adaptés à la MLS, pourront faire de très belles choses. Concernant Alvarez, c'est aussi, je pense qu'au Galaxy, auprès des fans, beaucoup de gens veulent le voir jouer en plus. Donc il y aura aussi un peu cette pression populaire parce que ça fait des années qu'on nous parle de lui depuis qu'il est à l'académie, etc., que tout le monde veut le voir jouer parce que il a du feu dans les jambes et c'est un jeune très technique qui est très populaire auprès des supporters. Donc il y aura aussi beaucoup d'engouement, je pense, à ce niveau-là. Et concernant Zubac, moi, je pense que il aura un peu un rôle de clé à molette, si on veut, en attaque, puisqu'il peut jouer un peu partout et il aura quelques. Bon, il sera pas titulaire indiscutable, je pense, mais il aura quelques minutes à faire et il pourra aussi là montrer son importance à ce moment-là. Parfait. Et c'est ça, avec les deux premiers matchs de la saison, on a vu vraiment Grand Cyr jouer à chaque match, mais parfois c'était Ledjet qui l'accompagnait sur l'autre aile, parfois c'était Zubac. Pour toi, ça serait quoi les deux ailiers? Je pense que Grand Cyr, ça va de soi, mais est-ce que tu penses que le deuxième poste d'ailier va être pris par Cabral, par Alvarez, par pourquoi pas Ledjet? C'est qui tu penses qui part favori aux yeux de Greg Vanney? Moi, je pense que aux yeux de Greg Vanny, ça peut être Liedjet parce qu'il le connaît peut-être un peu plus. C'est un joueur américain qu'il a vu jouer aussi quand il était en MLS. Hmm. Après, il y aura aussi le statut de Kevin Cabral, qui est, comme j'ai dit, joueur désigné, donc forcément, ça va peser aussi, je pense, dans la décision de le mettre non titulaire. Ça va aussi dépendre, du coup, comme on l'a dit, du dilemme du numéro 10, est-ce que ce sera Vasquez, Kiestan ou Liedjet. Et du coup, dans ce cas-là, Cabral pourrait jouer, débuter à gauche. Donc, il y aura, je pense, pas mal de choix pour Vanny et il aura l'embarras du choix. Donc, c'est assez intéressant. Mais bon, en tant que Français, j'aimerais bien voir Grand Cyr et Cabral sur les ailes. Ce serait sympa. Oui, et moi, un joueur que j'aimerais voir, il ne fait pas encore partie du LA Galaxy, en fait, de l'équipe première, mais un joueur que j'aimerais voir, moi, c'est Augustin Williams, qui évolue surtout au poste de buteur, mais il peut jouer également ailier Mm. gauche. Et moi, c'est un joueur que j'adore regarder en USL Championship. Ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que dès qu'il y a une blessure, que ce soit à gauche ou à droite, je ne serais pas surpris de voir le Galaxy le signer parce qu'il y a 23 Bah, ans. Oui, il a signé vendredi ou jeudi.
Oh, wow! Et tu vois, t'as bien vu, ouais, il a signé cette semaine, en fin de semaine. Donc il va intégrer l'équipe première et effectivement, c'est un joueur qui est très intéressant, qui a marqué 13 buts l'an dernier en ISL. Et déjà, on n'avait pas de doublure à Chicharito à part Zubac. Donc là, maintenant, c'est fait. On a un joueur, je pense, de qualité. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'ait pas été en sur-régime la saison dernière, mais de toute façon, je pense qu'il aura aussi son rôle à jouer et ce sera intéressant. Il peut jouer un peu partout devant, mais surtout en tant que buteur. Donc ouais, je suis content d'avoir signé. C'est bien aussi d'avoir un joueur qui vient de LA Galaxy 2. Ça montre que la hiérarchie entre les différents niveaux du Galaxy fonctionne. Donc c'est aussi intéressant. Oui, c'est ça. Puis on peut faire une petite parenthèse sur la réserve du LA Galaxy, mais je trouve que c'est une des équipes qui fait le plus confiance à sa réserve. Si on regarde à toutes les postes, il y a Efrain Alvarez qui vient de la réserve, il y a Nick Dupuis qui vient de la réserve, il y a Cameron Dunbar qui vient de la réserve. Après ça, il y a Kay Corignac, si je ne me trompe pas, qui vient de la réserve également. Mhm. Daniel Steres, lui, il vient de la réserve à fond. Il ne s'est même pas développé au sein du LA Galaxy, mais il a signé en provenance des Wilmington Hammerheads, un ancien club de USL. Il a signé au LA Galaxy 2, si je ne me trompe pas, il a fait autour de 3 saisons et après ça, il a été promu dans l'équipe première. Ethan Zubac également. Donc, c'est pratiquement là, le tiers de l'équipe vient de l'équipe réserve et ça, moi, en tant que supporter de la USL Championship, j'adore voir ça et chapeau à LA Galaxy. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment super parce que ça montre, comme je disais, que c'est possible de jouer en réserve. Alors souvent en réserve, c'est des jeunes qui sortent de l'académie ou alors les draftés ou ce genre de joueurs. Donc ça leur permet de se développer en USL et d'apprendre un peu aussi à s'adapter, enfin, s'adapter au niveau à ce niveau-là et à connaître un peu plus l'équipe, l'environnement, comment ça fonctionne, s'imprégner de l'équipe. Et je pense que c'est assez important, surtout avec Vanny, qui est un entraîneur qui bâtit énormément et qui, je pense, compte beaucoup sur son académie, sur sa réserve pour servir en tant que vivier. Donc oui, c'est vraiment, vraiment très bien d'avoir autant de joueurs, je pense, qui sortent de la réserve. Oui, et en plus, c'est une équipe quand même performante en Championship. Ils ont fait 5 fois les séries éliminatoires, les playoffs en 7 ans. Donc, c'est sûr, les années 2017-2018 ont été plus difficiles, mais depuis, c'est très intéressant à aller voir. En 2019, ils avaient fait une 9e place. En 2020, une 8e place. Fait que ils font très bien. Maintenant, il nous reste à parler du joueur que je pense que tous les supporters de MLS ont ri de lui la saison passée. Et il est en train de nous faire mentir. C'est Javier Hernandez et Chicharito. Quel début de saison pour l'international mexicain, hein? Ouais, début de saison canon. J'avais pour rigoler, on avait fait les hot picks là en début de saison et j'avais dit que Chicharito terminerait meilleur buteur de MLS. Bon, bah, je sais pas s'il a lu l'article, mais il a peut-être envie d'écouter ce que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'il fait un super début de saison. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à du mieux, honnêtement, pour Chicharito. Je pensais vraiment qu'il allait faire une meilleure saison. Mais là, 5 buts en 2 matchs, c'était vraiment inattendu. Et il a déjà marqué beaucoup. Il a marqué plus du double de ce qu'il a fait la saison dernière. Ouais. Donc forcément, c'est impressionnant. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. En tout cas, il est affûté. L'an dernier, il a eu beaucoup de problèmes aussi au niveau familial parce que quand il est arrivé, forcément, il y a eu le Covid. Donc ça a été compliqué pour lui de s'adapter aussi à l'équipe, à la ville, etc. Il était loin de sa famille, donc on peut imaginer que ça peut peser aussi sur le moral et que ça peut être compliqué. Maintenant, il semble être retour en forme, assez content de sa situation. Et je pense que maintenant, d'avoir inscrit un doublé puis un triplé, ça lui a donné forcément beaucoup de confiance. Et je pense que maintenant, la machine est à lancer, en tout cas, j'espère. Mais je m'attends à une bonne saison de sa part. Honnêtement, c'est un joueur, on connaissait sa qualité. L'an dernier, on pouvait être déçu parce que, connaissant sa qualité, Hmm. forcément, c'était très décevant. Mais cette année, c'est l'année où je pense il était moins attendu du coup, et je pense que ça lui a libéré un peu de pression. Et maintenant, il va pouvoir se libérer pleinement, à mon avis. Ouais, et en 2019, Carlos Vela avait fait 34 buts en 31 matchs.
est-ce que tu penses que Chicharito peut atteindre ce plateau? C'était quand même une performance énorme, mais Chicharito, ses 2 premiers matchs étaient énormes. Est-ce que tu penses que c'est possible d'atteindre le plateau des 30 buts? Bah, c'est tout ce que je souhaite. J'attends un peu de voir les prochains matchs parce que j'ai l'impression, en fait, pour être honnête, sur les matchs de Miami et du Red Bulls, c'est un peu particulier parce que j'ai la sensation qu'on n'a pas dominé complètement les débats et que c'est des victoires qui ont été vraiment compliquées. D'ailleurs, le score le prouve, à chaque fois 3-2. Mais du coup, j'attends de voir un peu comment ça va se passer au fil de la saison. Déjà ce soir ou cette nuit, je sais pas, ça dépendra d'où vous écoutez, mais c'était face au Seattle Sounders, ce sera un match compliqué et on attend de voir ça, à mon avis, ce sera un bon révélateur. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce sera quand même compliqué d'atteindre ce qu'a fait Vela. Après, tout dépendra de comment évoluera le Galaxy. Je pense que c'est encore trop tôt pour donner un pronostic, à mon avis. Parfait. Et en parlant de pronostic, moi, je me demandais, après ces 2 matchs-là, après les nouvelles recrues, après l'arrivée de Greg Vanney, c'est quoi pour toi? Tu t'attends à quoi du LA Galaxy cette saison? Est-ce que pour toi, s'ils atteignent les playoffs, la saison est réussie? C'est quoi pour toi un objectif réaliste pour cette équipe? Bah, alors, pour moi, je pense que on peut faire les playoffs et je pense que ça devrait être un objectif, le tout premier des objectifs, mais je pense qu'il faut voir plus loin. Et à mon avis, ce qui peut être réaliste comme objectif, c'est la finale de conférence. Alors après, il y aura plein d'éléments qui vont dépendre de ça. Qui sait qu'on affrontera dans les tours précédents, etc. Et ce sera forcément, ça dépendra aussi, ça forcément fera évoluer la situation. Mais j'espère que le Galaxy, moi en interne, se fixe cet objectif. Je sais que Vanir, en arrivant, il s'est donné l'objectif du titre. Bon, ça me paraît peut-être un peu, comment dire, un peu compliqué de cette première saison. Mais je pense qu'effectivement, à terme, il faut donner des objectifs assez élevés parce que, on vient de faire la revue d'effectifs, on se rend compte qu'il y a beaucoup de qualité. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un objectif atteignable de faire une finale de conférence. Oui, je pense que c'est un bon objectif. Puis si dès la première année, la finale de conférence est atteinte, je pense vous pouvez vraiment euh, continuer sur des bases solides Mm. pour les prochaines années, pour par la suite justement aller chercher la MLS Cup, voir la US Open Cup. Puis après ça, c'est les fameux cycles de Champions League qui commencent. Donc, Mm. ça serait beau avoir à nouveau le LA Galaxy champion, vraiment avec une certaine domination sur la ligue, comme qu'on a pu voir dans le passé. En tout cas, je le souhaite aux supporters du LA Galaxy, qui est une franchise mythique de la ligue. Donc, d'ailleurs, Raphaël, c'est où qu'on peut suivre les actualités du LA Galaxy là, sur Twitter pour ceux là, qui ne le sauraient pas déjà? Bah alors, les actualités de LA Galaxy, on peut déjà les suivre sur notre compte en français. Donc, LA Galaxy France. Bon, maintenant, pas mal de gens commencent à nous suivre, donc c'est assez intéressant. Et en plus, maintenant il y a des joueurs français qui débarquent, il y a de plus en plus de Français, de supporters de Valenciennes, de Nancy, ou même de Brest ou Monaco, où ont joué les joueurs qui nous ont rejoints cet hiver, qui nous suivent aussi pour voir ce que deviennent leurs anciens joueurs. Et c'est assez intéressant de voir ça justement, et du coup, ça permet de montrer un peu ce qui se passe en MLS et de changer un peu l'image qu'on peut en avoir en France, qui est une ligue de pré-retraite. Ça montre, on a pris que des jeunes joueurs, donc ça casse un peu cette image-là. Ouais. Et après, si certains veulent rentrer dans les détails, il y a de très bons comptes aussi, vraiment du Galaxy, qui sont en anglais cette fois-ci, tenus par des gens qui sont assez proches du club ou qui sont membres des, des groupes de supporters. Il y a Corner of the Galaxy podcast, qui fait un podcast du coup en anglais, qui a une page Twitter, et aussi LA Galaxy Rumors, qui eux sont vraiment spécialisés sur les transferts, mais aussi les rumeurs un peu en interne, les petites infos, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que c'est 2 comptes sympas à suivre quand on veut après rentrer dans les détails à ce niveau-là.
Exactement. Et pour ceux qui sont fans de Kevin Cabral, je vous invite également à suivre la réserve du LA Galaxy parce que son frère jumeau, si je ne me trompe pas, Rémi Cabral, a signé Oui. également avec la réserve. Donc, ça risque d'être intéressant de, pourquoi pas, voir la prochaine pépite du LA Galaxy. Donc, à suivre. Maintenant, on serait rendu à parler de la Ligue des champions de la CONCACAF. On va parler du premier match ensemble puisque c'est un match intra-MLS entre le Atlanta United et l'Union de Philadelphie. Donc, on va reprendre le même format que qu'est-ce que Adi Raphaël avait fait lors des derniers podcasts. On va revoir le match en 3 phases. Après ça, on va dire nos tops et nos flops. Donc, moi, les 3 phrases que j'avais identifiées, c'était la première mi-temps dominée par Atlanta. Vraiment, c'était une première mi-temps où est-ce que j'ai adoré qu'est-ce que j'ai vu des hommes de Gabriel Heinze. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette première mi-temps? C'était assez positif là, pour Atlanta. Là. Ah ouais, la première mi-temps était très positive pour Atlanta. Ils ont vraiment dominé les débats, ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais le point noir, c'est qu'ils n'ont pas marqué et à la fin Ouais. du match, ils le payent cash, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était une très, très grosse domination de cette équipe et on a vu de très belles choses. Donc honnêtement, la première mi-temps, c'est pas payé de rentrer au vestiaire à 0-0. Et après, et en plus, bon, faut dire, ils sont tombés sur un très bon gardien, enfin, un gardien qui était en pleine forme aussi sur ce match-là. Donc forcément, compliqué de marquer, mais ouais, Mm. c'était pas payé. Après, ils l'ont payé cash en deuxième mi-temps où Philadelphie s'est révélé à marquer sur ces quelques occasions. Donc c'est un match compliqué pour Atlanta et ce sera dur maintenant de se qualifier parce que 3-0, c'est quand même, surtout à domicile, c'est surtout compliqué. Enfin, c'est très compliqué après pour renverser la vapeur, mais on verra ce que ça donne. Exactement. Donc, première phase du match dominée par Atlanta après une mi-temps vraiment sans Andrew Blake. Philadelphie aurait pu être menée déjà 2-0. Peut-être que les attaquants ont manqué un peu de dynamisme également, mais c'est ça. La deuxième phase du match, pour moi, c'est le premier but de Philadelphie. On sentait que ce serait très dur pour Atlanta d'avoir encaissé. Après ça, Atlanta essaie de revenir, mais touche, la barre transversale. Et pour moi, après ça, la troisième phase, c'est le deuxième but de Philadelphie, contre-attaque. Une erreur défensive pour ma part d'Atlanta United. Les joueurs étaient mal placés. Et c'est Kasper Prisbilko qui marque un doublé. Moi, je pense qu'au 2-0, c'est vraiment là que j'ai vu que le match s'est terminé pour Atlanta. C'était très difficile. On sentait que les hommes de Gabriel Heinze pouvaient revenir, mais malheureusement, là, Ouais, je pense Philadelphie que a été plus réaliste. ça a été un vrai coup sur le mental déjà de prendre le premier but parce que il y avait une telle domination qu'au bout d'un moment on se disait bon ça va rentrer, au bout d'un moment pour Atlanta ça va passer et il y a ce ballon qui rentre, qui passe un peu à travers de tout le monde et qui termine dans les pieds du buteur au Prisvico et qui termine au fond des filets. Donc là on voit vraiment en plus sur le but la tête des joueurs qui sont vraiment dépités parce qu'ils savent qu'ils ont manqué énormément avant et après effectivement à 2-0 ça devient très compliqué. Je pense que il lâche un peu. Oui, exactement. Et moi, je pense que la faiblesse d'Atlanta, c'est qu'on voyait qu'il était dominé, mais qui dominait, pardon. Mais malheureusement, on sent que Israël Enze veut vraiment jouer à partir de ses ailes, à partir de Mm. ses ailiers. Et pour moi, Georgian Dam ou Moreno ont tout simplement pas été capables de faire ce que Enze souhaitait. Et je pense que c'est ça qui a fait mal à Atlanta. Je ne sais pas si tu es du même avec moi. Ouais, si, totalement. Après, je pense aussi que ça va prendre du temps parce que Enzo, il a une philosophie de jeu qui est vraiment différente de ce que Atlanta a connu ces dernières années. Donc, je pense que ça prendra du temps à implémenter, surtout après, après avoir connu des Boer. Forcément, c'est très différent. Donc, je pense qu'il y aura une longue période d'adaptation. Je pense que oui, c'est compliqué de jouer sur les ailes pour ces joueurs-là qui n'avaient pas l'habitude forcément ces dernières années. Il y a aussi pas mal de travail, à mon avis, à faire en défense. On l'a vu Ouais. surtout sur les 2 derniers buts, la défense est vraiment pas bonne. On peut faire aussi, on peut parler aussi un peu de ce qui s'est passé
en MLS face à New England, c'était un peu pareil. La défense, c'est compliqué. Donc, il y aura forcément beaucoup de travail à faire pour Heinze à ce niveau-là aussi de la défense. Mais je pense que, enfin, en tout cas, ce que veut inculquer Heinze, c'est intéressant. Et je pense que si jamais il arrive à faire passer le message à ses joueurs, ce sera vraiment un très beau football et intéressant à voir jouer. Oui, donc pour toi, c'est quoi, c'est qui le top, le meilleur joueur du match? Bah, on pourrait dire facilement le buteur, mais pour moi, c'est clairement André Blake qui fait un match incroyable. Je pense que sans lui, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il rentre à la mi-temps avec 2-0 contre eux. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le top joueur sur cette rencontre. Parfait. Et Moi, oui, vas-y. non, et après, faut pas non plus enlever la performance du buteur, Kasper Kubilko, parce qu'il fait un match aussi vraiment de buteur, de sang-froid, d'attaquant. Donc, là aussi, faut quand même souligner sa performance. Oui, et moi, qu'est-ce que je tiens à souligner pour le buteur Kacper Przybyłko, c'est vraiment aussi euh, le 3-0, c'est grâce à lui. Le troisième but, il aurait pu essayer d'y aller avec le triplé et battre en un contre un Brad Guzan. Mais il a décidé de la passer à Anthony Fontana, qui est le Mm. nouveau Aronson, qui est la relève d'Aronson. Donc, c'était quand même beau à voir que même à 2-0, lui, il pensait seulement à la qualification. Il aurait pu réussir et le 3-0, faire le triplé, mais il était là avec le but d'assurance. Il l'a passé à Anthony Fontana et ça, je trouvais ça très bien. Sinon, le flop, pour toi, c'est qui? C'est assez dur pour moi de désigner un flop, mais je suis très déçu de la performance de Moreno. Parce que c'est un joueur normalement dont on doit attendre plus, qui fait pas un bon match du tout, qui est remplacé à la 58e. Donc bon, c'est assez compliqué, je pense aussi pour lui d'accepter ça. Et pour moi, oui, pour Marcelino Moreno, c'est une vraie déception sur ce match-là parce que bah, c'est un joueur désigné, donc on attend plus de lui forcément. Et il a pas montré grand-chose malheureusement. Ouais, je pense que pour moi, c'est Jürgen Damm. Donc, pour un peu les mêmes explications que toi, je pense que c'est vraiment les ailiers dans ce match ont été dans le dur. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que Enze va travailler pour améliorer cette partie-là du match et également la défense, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Donc, pour moi, ça va être assez dur au retour pour Atlanta. Je pense qu'on peut Mm. facilement dire que la qualification va être pour Philadelphie. Sinon, si tu avais une phrase pour décrire ce match, ça serait quoi? Une phrase pour décrire ce match, pour moi, je dirais voilà que la possession n'est pas forcément gage de victoire. Ouais, moi, ça serait un des meilleurs matchs d'Atlanta United jusqu'à présent, mais ne regardons pas le score. Ouais, c'est vrai que c'est assez triste parce que bah, ils ont près de 65% de possession et ils font beaucoup de tirs au but, etc. Ils marquent zéro et après ils en prennent trois. Donc forcément, c'est hyper compliqué. Et ouais, c'était un très bon match de leur part, comme tu le dis. Donc je suis d'accord avec ce que tu as dit aussi. Parfait. Ben, merci beaucoup, Raphaël, pour ton temps, pour cette première partie du podcast. Ouais, merci. Merci. Et on va continuer avec Axel et Clément de chez Football Mexicano FR. Donc, on va parler des matchs entre les clubs MLS et de Liga MX. Parfait. Donc, on continue l'analyse des matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF avec les deux personnes en charge du compte Football Mexicano FR qui sont Axel et Clément. Vous les connaissez. Ça va bien, les gars? Ça va et toi? Ça va, nickel. Ben, ça va très bien, très bien. Écoute, c'est dur de mal aller lorsqu'on a des beaux matchs de Ligue des champions. Puis là, je parle pas de PSG Real Madrid, je parle des Portland Club America, des Columbus Rayados. Tu peux pas avoir meilleur football que ça au monde, non? C'est clair, je suis d'accord avec toi. La passion, c'est là qu'elle est. Exactement. Il y a toujours des événements de la CONCACAF qu'on ne comprend pas. C'est vraiment un soccer, un Super League. football à part. C'est mieux que la Super League.
Ah ouais, exact, exact. Mais faut pas parler trop vite, hein. Ça se peut qu'il y ait la même chose chez nous en CONCACAF avec la Super League entre les clubs de Liga MX. C'est la MLS, mais ça, c'est un autre débat. Commençons directement avec l'analyse des matchs. Après le match Atlanta contre Philadelphie, le premier match qui mettait en vedette un club de MLS et de Liga MX, c'était Toronto Cruz Azul. Je dois avouer que pour ma part, j'avais peur pour Toronto et Cruz Azul m'ont donné raison. On va continuer à analyser les matchs comme on a fait avec le premier. Donc, pour moi, la première phase de cette rencontre, c'est la mauvaise passe de José Altidore qui a mené au premier but du Cruz Azul par l'entremise de Angulo. Donc, c'est une mauvaise passe par José Altidore dès, si je ne me trompe pas, la 5e minute. Et Toronto encaisse directement. Vous, quand vous avez vu Angulo marquer aussi rapidement, ça a dû vous mettre en confiance, non? Oui, c'est ça, même. Enfin, tu as dit 5e minute, mais je crois que c'est même avant. Je crois que c'est même la 2e ou 3e minute. Mais oui, c'est ça. Enfin, Cruz Azul, c'est une équipe qui est en confiance en Liga MX, ils sont leaders. Et là, ben, pour ce match, ils avaient un peu fait tourner, et notamment avec Brian Angulo, qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable dans cette équipe de Cruz Azul, mais il a su se mettre en évidence sur ce match et ce premier but. Après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est une belle inspiration. Voilà, il récupère le ballon, il tente une frappe comme ça qui termine en pleine lucarne. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Toronto a peut-être laissé passer sa chance dès les premières minutes. Oui, exactement. Et moi, c'est vraiment la passe de José Altidore qui m'a marqué. Fait une petite passe faible. On dirait on aurait dit qu'il visait le joueur de Cruz Azul et ça paye cash directement. Et Altidore, dans l'ensemble du match, ça a été très, très pauvre. Mais après, la deuxième phase du match, pour moi, c'est l'égalisation de Toronto grâce à une excellente récupération dans le territoire du Cruz Azul par Justin Morrow. Et par la suite, c'est Osorio qui est quand même réaliste. C'est un but, on va se dire, c'est un but facile, mais qui la rentre. Moi, à ce moment-là, si je ne me trompe pas, c'est à la 20e minute, j'avais plus d'espoir pour Toronto au 1-1. Je me suis dit, OK, c'est de nouveau le score de parité. Est-ce que vous avez été inquiété ou 1? Est-ce que ça vous a surpris que le Cruz Azul encaisse un but comme ça? Bah, ça nous a un peu inquiété parce que malgré la domination dès les premières minutes, on a vu une équipe de Cruz Azul qui s'est relâchée et ça s'est traduit par ce but qui finalement arrive un peu sur une erreur de la défense. Et c'était un peu, ouais, c'était un peu le même scénario en fait que le tour précédent pour Toronto face à León, Ouais. où ils étaient vraiment complètement dominés et ils ont réussi à égaliser sur un but un peu comme ça, un but, on va dire un peu improbable, quoi, avec beaucoup de réussite. Et voilà, ensuite, ça les a un peu. Enfin, on aurait pu penser que ça pourrait les remettre dans le match, mais on a vu juste après, 2 minutes plus tard, le but bon, qui a été refusé pour hors-jeu, le but d'Escobar, le défenseur central. Mais ensuite, Cruz Azul a enchaîné et a continué sa domination tout au long du match. Oui, exactement. Et c'est ça, c'est ma troisième phase. Après avoir encaissé, quelques minutes plus tard, on a vu Cruz Azul se remettre dans le match et ça a été la domination complète jusqu'à la fin. 14 minutes après le but d'Osorio, Cruz Azul a repris les devants, encore une fois par Brian Angulo à la 34e minute. Et par la suite, c'est Pablo Aguilar à la 58e minute. Et c'est là qu'on a vu là, à partir de la 30e minute, le Cruz Azul a dominé complètement le match, mais c'était triste de voir Toronto être impuissant ici. Est-ce que vous avez trouvé le match comme moi, qu'à partir de la 30e minute, ça a été très, très dur pour Toronto? Oui, parce que Toronto, c'est une équipe, comme pour le match au tour précédent face à Léon, qui comptait un peu sur ce but marqué à l'extérieur pour, on va dire, un peu fermer la boutique et essayer de tenir ce match nul. Mais Cruz Azul, cette saison, ben, c'est pas Léon, quoi.
Cruz Azul, c'est l'équipe qui est leader du championnat mexicain. C'est l'équipe qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Et du coup, que ça soit, on va dire, l'équipe un peu, pas bis, mais avec quelques éléments qui sont pas très habituels, mais que ça soit du coup n'importe quelle équipe, c'est une équipe qui a beaucoup de confiance et c'est des joueurs qui ont su tout de suite se remettre dans le bon sens. Et comme tu dis, une fois que le 2-1 a été marqué, on avait un peu le sentiment que Toronto ne pourrait jamais revenir, quoi. Et du coup, au final, le 3-1 aurait pu être encore plus sévère, quoi. Donc 3-1, on va dire que c'est le minimum pour Cruz Azul sur ce match. Ouais, exact. Et moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est le deuxième but du Cruz Azul sur coup de pied arrêté, qui semble être vraiment le point faible de Toronto cette saison. C'est pas le premier qui encaisse cette saison. Ils en ont encaissé quelques-uns en MLS déjà en 2 matchs, même pas. Le premier, c'est contre le CF Montréal, une tête de Victor Wanyama. Mais cette fois, c'est pas Bradley qui était dans l'erreur là, pour, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est ça, c'est un match dominé pratiquement l'entièreté du match par Cruz Azul. Toronto n'a rien pu faire. Le 3-1, comme vous l'avez dit, c'est le score minimal pour le Cruz Azul, mais ça aurait pu être encore plus élevé. On espère au match retour que le Cruz Azul ne va pas se faire Cruz Azuler, comme qu'on dit. Hein? C'est ça. Tu maîtrises. Exact. Donc, pour vous, dans ce match, c'est qui pour vous les tops et le top et le flop? Donc, le meilleur et le pire joueur du match. Ben alors déjà pour Cruz Azul, c'est Brian Angulo, hein, l'attaquant qui a mis un doublé et qui a mis un très beau but. Du côté des flops, on peut citer à Toronto Josie Altidore, qui est passé au travers de son match et qui a raté des occasions et qui a aussi coûté le premier but. Après, malgré le but encaissé, on peut aussi parler de la défense centrale de Cruz Azul. Les deux Paraguayens, Escobar et Aguilar, qui en Liga MX sont souvent décisifs, malgré leur statut de défenseur. Et là encore, Aguilar a marqué et Escobar a lui aussi marqué, mais refusé pour hors-jeu. Donc voilà, l'équipe de Cruz Azul, après, globalement, a fait un très bon match. Mais Brian Angulo et la défense centrale, pour moi, sont plutôt ressortis. Parfait. Moi, pour ma part, du côté, je me suis concentré un peu plus sur Toronto. Pour moi, mon top dans cette rencontre, c'est Jonathan Osorio, l'international canadien, qui est tout simplement phénoménal en Ligue des champions. Depuis 2018, c'est 11 buts inscrits par Osorio. Donc, lorsque ça compte, il est toujours présent. Sinon, moi, comme flop, j'ai mis la défense torontoise, mais j'aurais très bien pu mettre Josie Altidore, comme vous l'avez si bien dit. Mais si vous pourriez décrire le match en une seule phrase, ça serait quoi pour vous? Moi, je dirais tout simplement déséquilibré, enfin, dans le sens où on a vu que les deux équipes n'avaient pas le même état d'esprit et la même forme, tout simplement, parce que voilà, comme on l'avait dit au tour d'avant, Toronto, c'est une équipe qui vient de reprendre un MLS, qui cherche encore son rythme, on va dire, alors que Cruz Azul, c'est l'équipe qui est leader de Liga MX. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu un déséquilibre sur ce match. Parfait. Et toi, Clément? Bah, c'est un peu la même analyse. On a vu vraiment que Cruz Azul a largement dominé ce match. Malgré la petite erreur défensive, ils ont quand même maîtrisé leur sujet et ils ont su faire le travail nécessaire. Parfait. Et pour ma part, ma phrase, c'est Altidore, où es-tu? C'est un international américain. C'est dans ces moments-là qu'il doit être présent, marquer un but ou deux pour aider son équipe. Puis il a tout simplement été absent. Il a même été la personne à viser sur le premier but. Ça part de son erreur à lui. Donc, moi, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de Josie Altidore. Sinon, si on continue avec les autres matchs, le troisième match de cette journée, c'était Columbus, le Crew de Columbus contre les Rayados de Monterrey. Ça l'a fini 2-2. Donc, quand même un bon résultat, je pense, pour Columbus qui garde ses options ouvertes pour affronter Monterrey. Mais je pense que
au début du match, un 2-2 aurait été très satisfaisant, mais je pense qu'à la fin du match, le 2-2 a été synonyme de défaite pour les hommes de Caleb Porter. Si on l'analyse phase par phase, moi, la première phase que j'ai notée, c'est un début fort des Rayados. Vraiment, en début de match, ils ont complètement dominé et l'apogée de cette domination était à la 9e minute quand Akeloba a inscrit le premier but du match. C'était 1-0 Monterrey après 10 minutes et ça, moi, j'avais peur pour Columbus, surtout lorsque Toronto contre Cruz Azul avait déjà été regardé. Donc, ça m'a fait remonter de mauvais souvenirs. Vous, après le 1-0, est-ce que vous étiez confiant pour Monterrey? Oui, bah, je partage totalement ton analyse parce que Monterrey, c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de match. Ils ont déjà remporté 4 fois cette compétition. En plus, c'est sur les dernières années, donc c'est vraiment une équipe qui a l'habitude de ce genre de match. Moi, j'ai en tête la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 2019. Et ils avaient, je m'en rappelle, battu Kansas City 6-2 ou 7-2, un score un peu comme ça. Et du coup, honnêtement, quand j'ai vu l'ouverture du score rapide de Loba, je me suis dit que ça aurait pu faire pareil. Mais en fait, j'ai l'impression que l'ouverture du score, en fait, elle a provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire que du coup, ils se sont sentis un peu peut-être trop confortables et ils se sont un peu trop relâchés. Et du coup, bon, c'est sûr qu'au niveau du score, c'est bien pour eux. Mais dans le contenu, j'ai trouvé que c'était pas assez. Enfin, pour moi, il en manquait quand même. Pour moi, c'est de la part de Monterrey, en fait, c'était pas assez face à cette équipe de Columbus. Et le but, enfin, en fait, ils se sont trop reposés sur ce but, quoi, pour moi. Oui, exactement. Et tout de suite après le but, tranquillement, mais sûrement Columbus a commencé à prendre la possession du ballon, à vraiment avoir le contrôle du match. Et ça s'est révélé être gagnant pour eux parce que durant la deuxième mi-temps, il y a Milton Valenzuela qui a marqué le but égalisateur. Et puis Lucas Zelarayan, un ancien de chez vous, un ancien de la Liga MX, qui a marqué le but du 2-1 à la 87e minute. Moi, à ce moment-là, j'ai été complètement fou. Je croyais à une victoire du coup de Columbus. Et Monterrey a eu beaucoup peur après le deuxième but. Oui, c'est clair, mais moi, honnêtement, je ne voyais pas comment ils pouvaient revenir au score, hein, parce que la deuxième mi-temps, elle a été à l'avantage de Columbus, qui a su faire le nécessaire pour passer devant, avec d'abord le but de Santos. Ensuite, il y a même dans la foulée un but refusé pour Wright Phillips. Ouais. Donc en fait, c'était un peu un avertissement pour Monterrey, mais apparemment, ça leur a pas suffi, puisqu'ils ont quand même attendu la 87e pour encaisser ce but. Et qui fait d'autant plus mal, comme tu l'as dit, parce que c'est la Ryan qui marque, un ancien joueur des Tigresses. Et du coup, tu imagines bien que sur les réseaux sociaux, etc., ça a pas mal chambré entre supporters des deux clubs. Et du coup, une fois que Columbus avait marqué ce deuxième but, pour moi, tu vois, ils avaient fait le plus dur. Mais finalement, on ne sait pas trop comment. Dans le temps additionnel, il y a ce centre de Dorlan Pabon et le jeune Alvarado qui a déjà marqué pas mal de buts quand il rentre. Le jeune Alvarado qui continue un peu sa progression et qui réussit à arracher ce match nul. Et du coup, ça change tout parce que maintenant, c'est au coup d'envoi du match retour, ça sera Monterrey qui sera qualifié. Oui, exactement. Et c'est ça, ces deux buts à l'extérieur qui sont très importants. En fait, pour l'emporter, le Crew doit soit gagner ou en marquer trois. Donc, ça risque d'être assez difficile, mais je pense que les trois buts sont possibles pour le Crew de Columbus avec un Zardes en forme, un Santos en forme, un Diaz qui effectue une meilleure performance. C'est sûr que malheureusement, Zelarayan va être suspendu à cause du carton jaune. Ça risque d'être l'élément clé du match. D'ailleurs, on peut tout de suite aller avec nos tops et nos flops. Pour moi, mon top du côté du Crew de Columbus, c'est Zelarayan, même s'il va être suspendu le prochain match. Et ça, il n'aurait pas dû le prendre, ce jaune-là. Il a quand même fait un très bon match. C'était vraiment le joueur clé du Crew de Columbus. C'est grâce à lui que c'est 2-2. Et pour vous, c'est qui votre top? Ben, pour nous, c'est la Ryan qui a vraiment été performant, qui a marqué ce match de son empreinte. Il fait un but et une passe décisive. Et voilà, nous, on connaissait déjà son talent. Au Tigres, c'est vrai malgré son niveau de jeu, enfin, les supporters l'aimaient beaucoup.
mais il avait quelques difficultés à s'imposer. Et voilà, aujourd'hui, il montre l'étendue de son talent en MLS. Après, pour les flops, du côté des Rayados, on a le gardien Cardenas, qui est le goal remplaçant, mais qui a quand même fait deux, trois bons arrêts. Et aussi le jeune Alvarado qui montre aussi qu'il a un rôle à jouer dans cette équipe. Parfait. Pour moi, mon flop du côté du Crew, c'est Luis Diaz. C'est pas qu'il a été mauvais, mais quand on voit que de l'autre côté, c'était Santos, Zelarayan a très bien fait également, Zardej, je crois que si il avait été au niveau de ces joueurs-là, ça aurait pu être une victoire du coup de Columbus. Je l'ai trouvé dépassé par les événements à plusieurs reprises dans le match. Donc, c'est sûr que quand on le compare à l'autre côté à l'autre aile, à Santos, c'est sûr, c'est un très bon joueur, Santos. Donc, c'est peut-être un peu difficile pour Luis Diaz, mais je trouvais que du côté du Crew, c'est celui qui a eu le plus de mal. Et pour moi, une phrase qui décrit bien le match, c'est Columbus aura des cauchemars de cette égalisation, j'en suis sûr. C'était censé être une victoire après le 2-1. Encaissé à la toute fin, c'est très difficile. Donc, ça se peut qu'il y ait des regrets là, au match retour. Pour vous, c'est quoi la phrase du match? Bah, pour moi, ça serait miracle ou alors Monterrey s'en sort bien parce que en deuxième mi-temps, on dirait qu'ils ont tout fait pour se prendre ces deux buts en fait. Du coup, pour moi, en fait, l'avantage de Columbus était mérité. Et en fait, au final, on a ce but, comme j'ai dit, qui sort un peu de nulle part, qui est un peu miraculeux pour Monterrey et qui change tout parce que, voilà, comme je l'ai dit, au final, Monterrey conserve l'avantage avant le match retour. Et il y a de quoi être vraiment frustré pour les joueurs de Columbus. Oui, exactement. Maintenant, on va passer à l'autre match. Le dernier match des matchs allés, c'est les Timbers de Portland qui accueillaient le Club America. C'était un match, moi, que j'avais quand même peur. Club America, c'est un des plus gros clubs mexicains. Il y a une certaine aura autour de ce club. J'avais très hâte de voir Ochoa. Puis, tu sais, on s'entend, Club America, c'est quand même le deuxième de Liga MX dans ce clausura. Donc, c'est pas mal l'équipe la plus en forme, excepté le Cruz Azul. Donc, vous, après la première mi-temps, une première mi-temps menée 1-0, c'était une mi-temps à l'avantage du Club America. Est-ce que vous étiez confiant? Oui, très confiant parce que, voilà, comme tu l'as dit, ben, Club América, c'est le club un peu le plus puissant du Mexique. Ils sont deuxième en ce moment. Et par rapport à Cruz Azul, ils ont un peu plus l'expérience des grands rendez-vous ces dernières années. C'est un club aussi qui a pas mal performé en Ligue des Champions. Du coup, oui, confiant parce qu'ils avaient fait le plus dur pour moi en ouvrant le score à l'extérieur sur un penalty. Mais voilà, au final, ben, la deuxième mi-temps, enfin, on va y revenir dessus plus tard, mais la deuxième mi-temps n'aura pas finalement été à l'avantage de l'América. Non, c'est ça exactement, mais on peut y aller directement. C'est une deuxième mi-temps que j'ai trouvé, moi, quand même plutôt équilibrée. On sentait Portland qui poussait de plus en plus. Et c'est ça, la deuxième phase pour moi. La deuxième phase pour moi du match, c'est le moment VAR version CONCACAF. À chaque édition de la Ligue des Champions, il y a toujours des événements assez rocambolesques. Et cette fois, c'est du côté de la Liga MX que ça paye. Souvent, c'est les clubs MLS qui sont désavantagés par ces actions. Cette fois-ci, c'est ça, c'était Club America. Une drôle de main, hein, disons-le comme ça. C'était quoi, vous, votre ressenti, là, justement, lors de cette faute? C'était quand même un penalty mitigé, n'est-ce pas? C'est vrai que c'était quand même une action assez bizarre qui part d'un coup de pied arrêté. Et ensuite, il y a ce ballon qui arrive dans la surface. Il y a un peu de confusion dans la surface. Voilà, c'est la dernière action du match. Donc là, c'est juste les défenseurs de l'América voulaient juste dégager la balle. Et voilà, il y a cette action où Mora pousse un peu Valdés qui tombe et qui compte cette frappe de la main. Donc pour moi, c'est quand même un peu litigieux parce que c'est Mora qui pousse Valdés, mais après, la main est bien présente.
Oui, exactement. Une drôle de main en tombant. J'ai l'impression c'est qu'il s'est un peu préparé à la chute avec ses bras prêts pour s'appuyer sur le terrain. Et finalement, le ballon arrivait dans les mêmes moments. Donc, c'est assez dommage pour Valdez. C'était pas une main intentionnelle, mais c'était une main quand même. Et finalement, la troisième phase du match, égalisation de Felipe Mora, qui devait avoir quand même beaucoup de pression avec ce penalty. Imaginez si Ochoa l'avait arrêté, les gars. Imaginez. Ah oui, après, moi, honnêtement, pour être honnête, ouais, je pensais qu'il allait le sortir. Je sais pas pourquoi je le sentais parce que il avait fait un match plutôt plaisant et c'est quand même, voilà, c'est un joueur depuis qu'il est revenu qui montre quand même son niveau, qui est un vrai leader pour l'América. Et dans ce genre de match, moi, je le voyais bien décisif en sortant ce penalty. Mais bon, voilà, un beau contre-pied de Mora, qui d'ailleurs est un autre ancien de la Liga MX aussi, puisqu'il a joué à Cruz Azul et au Pumas. Donc voilà, bravo à lui. Il a réussi à le tromper. Donc à voir pour le match retour ce que ça va donner. Parfait. Et pour vous, dans ce match, c'est qui les tops et les flops? Alors moi, du côté de Portland, j'ai bien aimé le match d'Aspria côté gauche, qui a plusieurs fois inquiété la défense. Il a même tiré sur la barre à un moment. Il fait un beau geste pour revenir et une frappe enroulée qui touche la barre. Et ensuite, il a aussi inquiété Ochoa. Donc moi, j'ai bien aimé sa performance. Et après, pour l'América, j'ai trouvé que Roger Martinez a quand même, malgré son statut de remplaçant, puisque normalement l'attaquant titulaire c'est Henry Martin, mais il est blessé. Donc il a quand même essayé, il a profité de ce match pour se montrer. Et je trouve que c'est chose faite parce qu'il a marqué sur penalty, mais il a aussi essayé de provoquer la défense et il a apporté du danger dans la défense de Portland. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, le top du match, c'est Darren Asprilla. C'est un joueur qui a souvent déçu en MLS. Même en 2019, il a joué des matchs avec la réserve des Timbers. Et j'ai l'impression que dans ce match, c'était l'élément le plus dangereux du côté des Timbers. A inquiété Ochoa à deux, trois reprises. Il était dynamique. Donc, pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs depuis qu'il était avec Portland. Et j'espère voir Darren Esprilla plusieurs fois cette saison dans les prochains matchs de Ligue des Champions, mais également en MLS. Je pense qu'il le mérite parce que c'est ça. On pourrait dire que son début de carrière avec la première équipe en MLS, ça a été quand même mitigé. Parfois, il faisait des bons matchs, parfois un peu moins. Et vraiment, c'est ça. Sur ce match, il confirme pourquoi les Timbers l'ont signé à l'époque. Juste pour vous dire, l'année passée, il a seulement fait 3 apparitions pour 46 minutes avec les Timbers. Donc, c'est vraiment pas un joueur clé. C'était pratiquement pas un joueur de rotation la saison passée. Et cette saison, il y a déjà un but en MLS. Il a fait un des meilleurs matchs la semaine dernière en CCL. Donc, très bon match d'Asprilla. Et pour moi, j'avais de la misère à trouver un flop dans ce match. J'y suis allé avec Claudio Bravo, qui est l'instigateur du penalty du côté de Portland en première mi-temps. Je pense pas que c'était une faute qu'il aurait dû faire. Donc, c'est pour ça que je le mets en flop. Mais c'est parce qu'il fallait que j'en trouve un, parce que c'était vraiment un très bon match. Sinon, moi, la phrase pour cette rencontre, c'est pour ça qu'on aime la CCL, c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions, pour des événements comme qu'on a connus en fin de match. Sinon, vous, c'est quoi votre phrase? Oui, ben, c'est un peu comme toi. On pourrait le résumer par juste en disant penalty, parce que voilà, ce match, c'est une histoire de penalty. C'est une histoire de fait de jeu, parce que voilà, c'est des actions, voilà, notamment le dernier penalty avec la poussette un peu sur Valdez qui tombe, qui provoque ce penalty. Donc voilà, c'est comme tu l'as dit, on peut voir ça quand CONCACAF Champions League. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime cette compétition. Et du coup, ça laisse aussi le suspense entier pour le match retour. Exactement. Et justement, en parlant des matchs retour, on s'entend que moi, je pense que pour le match qui était intra-MLS entre Atlanta et Philadelphie, je pense que c'est Philadelphie à coup sûr qui va passer un 3-0. Du côté Toronto-Cruz Azul, il n'y a nul doute, c'est Cruz Azul qui va passer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je pense que c'est les deux matchs où il n'y a pas trop de doute.
3-0, 3-1, c'est des avantages en général qui ne trompent pas. Donc voilà, comme tu l'as dit, pour moi, Philadelphie et Cruz Azul sont quasiment en finale, sauf accident. Et on sait que les accidents sont possibles avec Cruz Azul, malheureusement. Oui, c'est ça. Et par la suite, Columbus, Rayados. Pour ma part, moi, je pense que ça va être les Rayados qui vont passer. Je pense que l'absence de Zelarayan va être beaucoup trop importante du côté de Columbus. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Oui, oui, l'absence de Sela Ryan va être très difficile pour Columbus. Et surtout que voilà, maintenant, je pense que Monterrey va être préparé au match retour. Je pense que sur le match aller, elle a un peu été surprise par Columbus. Et là, en plus, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat. Donc, ils sont en confiance et ils vont pouvoir mettre une équipe un peu plus compétitive pour assurer leur qualification parce que ça leur tient à cœur de remporter leur 5e Ligue des Champions. Oui, exact. Et finalement, je pense que le dernier match, c'est celui qui va être le plus dur à prédire, un 1-1. Les 2 buts ont été sur penalty. Je pense que vraiment, le premier qui va marquer dans ce match risque de l'emporter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est dur à prédire, hein? Oui, c'est ça, hein, tu l'as dit, le match pour moi le plus serré, ça va être celui-là, parce que au final, le penalty de la dernière minute redonne toute leur chance à Portland. Et comme tu l'as dit, Cruz Azul est quasiment qualifié. Monterrey a de bonnes chances aussi de passer sur sa pelouse. Donc au final, si la MLS veut remporter un des 3 duels contre la Liga MX, je pense qu'ils ont bon espoir de miser sur Portland. Oui, exact. Donc, ça reste à voir, mais en tout cas, les matchs retour, c'est ça, ça va être très intéressant. Même le Columbus Rayados va être intéressant. Voir comment Cruz Azul va réagir après ce 3-1, ça va être très intéressant. Atlanta qui a dominé le match face à Philadelphie, peut-il revenir de 3 buts de l'arrière? Donc, même le match qui est 3-0 risque d'être intéressant. Donc, ça va être à suivre et assurément, les gars, on va vous réinviter pour les matchs retour. Oui, hein, ça va être intéressant de voir cette équipe d'Atlanta qui a été championne, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, qui a quand même une belle équipe entraînée par Gabriel Heinze. Et il y a notamment 2 Mexicains avec Jürgen Damm et Eric Torres. Donc, c'est toujours, cette équipe d'Atlanta est toujours intéressante à suivre malgré leur retard de 3 buts. Exactement. Donc, merci les gars d'être venus au podcast. C'est ce qui conclut l'épisode. Donc, merci à vous également de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. On remercie encore une fois Raphaël Croizard. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le LA Galaxy, c'est le compte LA Galaxy FR. Sinon, si vous ne voulez rien manquer du soccer mexicain, du football, comme qu'on l'appelle, c'est le compte Football Mexicano FR à suivre sur Twitter. C'est Axel et Clément qui gèrent le compte, donc c'est sûr que c'est du contenu de qualité. Merci les gars d'être venus. Merci beaucoup pour l'invitation et ça sera avec plaisir pour revenir bientôt. Parfait, Merci ben beaucoup. oui, on se reparle sous peu et je vous dis une bonne semaine à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir.